Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Je m'appelle Tony Dias et pour vivre en pleine conscience, je pars à la rencontre des personnes aux vies diverses et variées. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter un épisode avec Jean-François Tuberossi, JF, ou bien peut-être que vous connaissez sous un autre nom, Magico. Il se présente comme quelqu'un qui a tout d'abord une casquette professionnelle dans la vente et le dépannage d'électroménagers. Mais il a aussi deux autres carrières à part entière. Tout d'abord le foot, dans lequel il est tombé depuis tout petit, passionné de foot et joueur pendant de longues années avant de passer dans le domaine du bénévolat et du coup d'être responsable technique pour un grand club de la région. À côté de ça, il a une troisième casquette. Il est artiste, il est magicien. Ça fait plus de 20 ans qu'il anime des tours de magie, des soirées, qu'il fait des tours de cartes, qu'il manipule un peu. Et du coup, il a une vie passionnante avec ses trois casquettes. Pendant l'épisode, vous allez avoir l'occasion de l'entendre parler de ses trois casquettes, de comment il a commencé le foot, qu'est-ce que ça lui a apporté, et jusqu'où il en est arrivé. Pareil pour sa vie professionnelle, par où il est passé, quelles ont été les étapes importantes de sa vie professionnelle, qu'est-ce que ça lui a apporté, pourquoi il a toujours voulu garder un métier que beaucoup considèrent comme un vrai métier, et non pas comme beaucoup de gens pensent que l'artistique n'est pas un vrai métier. Et sa troisième casquette, donc comment est-ce qu'il est tombé dans la magie, comment est-ce qu'il a démarré, comment est-ce qu'il a lancé des spectacles à part entière, et comment depuis plus de 20 ans, il continue à émerveiller plein de gens. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas, si vous aimez l'épisode, de le partager et de laisser un commentaire ou un avis avec les petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute. Salut JF, comment vas-tu ? Comme d'habitude, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes ? Qui es-tu et que fais-tu ? En 2 minutes. Alors, je vais être très bref, ouais, j'ai essayé. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, et puis je suis dans le monde professionnel, dans le domaine de l'électroménager, dans le secteur du dépannage et de la vente. Et puis j'ai encore deux autres, en guillemets, dire passion, travail, qui sont aussi liés un petit peu à ma vie professionnelle, qui est dans le domaine du football et dans le domaine des spectacles, où je fais des spectacles de magie. Voilà. Top. On va commencer par le début de ton parcours. Quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi ? D'être footballeur. Okay. Et pourquoi ce rêve, vu qu'on est beaucoup d'enfants à avoir partagé ce rêve-là ? Je pense que j'en ai fait partie à un moment donné. Je pense que c'est le fait de voir des matchs de la Coupe du Monde, de voir son équipe nationale peut-être, comme ça me concerne, gagner une Coupe du Monde, de voir un petit peu cette joie de toutes les personnes qui suivent un petit peu le foot. Et puis après, quand on fait un sport de compétition, on a toujours envie d'être au plus haut niveau. Top. Et du coup, avec un peu plus grand, tu faisais quoi ? Comment tu étais à l'école ? J'étais, on va dire, assez turbulent, parce que alors, je ne suis pas diagnostiqué, mais je suis plutôt quelqu'un de hyperactif, où j'aime faire toujours plein de choses. Donc, dont parler, dont peut-être faire un peu de bruit. Mais l'école s'est bien passée. Et puis je m'en fichais un peu parce que je savais que j'allais devenir footballeur professionnel. Donc c'était pas une importance primordiale. Mais ma scolarité s'est plutôt bien passée. Et puis j'avais des bonnes relations, autant avec mes camarades qu'avec les profs, en fait. Ok. Et du coup, tu as fait ta scolarité dans la région de Vevey. Et par la suite, tu as pris comme décision de faire un CFC
de monteur électricien. C'est un peu un âge où on est obligé de choisir plein de choses. Toi, tu avais le foot jusqu'à ce moment-là. Tu avais du coup un avenir professionnel à choisir. Comment ça s'est passé cette période-là? Ben, comme dans ma tête, de toute façon, j'allais devenir footballeur professionnel, je me suis dit que autant faire un CFC entre guillemets d'avenir, hein, et puis en tout cas à l'époque et même maintenant, hein, on n'est pas très loin de ça. Le métier de monteur électricien va un petit peu avec tous ces nouvelles technologies. Donc, entre guillemets, j'avais bien été conseillé par mon papa à l'époque, ou être monteur électricien, où j'étais déjà manuel petit, c'était un petit peu un métier qui touchait à tout. Donc, je me suis dit, je fais mon CFC, puis en parallèle, je progresse dans le monde du football, et puis on verra bien. Puis surtout que ça pouvait, après ma carrière de footballeur, où j'aurais pu revenir à ce métier-là, qui, d'après moi, aurait été un métier futuriste, quoi. Ok, alors en partant de là, en fait, ça va être un petit peu compliqué de suivre le fil rouge du podcast parce qu'il y a plein de choses, et du coup je vais essayer de rester un peu carré, mais si à ce moment-là, donc le foot faisait encore partie, c'était une partie hyper importante, avec encore beaucoup d'avenir au niveau professionnel, à peu près à cet âge-là, c'est là où on devient espoir, jeune espoir à un niveau intéressant, puis on commence normalement à grandir médiatiquement, je dirais. Il s'est passé quoi dans ce cadre-là, uniquement le foot, à cet âge-là, aux alentours de 15-17 ans? Comment ça s'est passé? Je faisais partie justement des cadres espoirs du Vevey Sport. Et puis après, j'ai joué assez rapidement, mais je n'étais pas le seul. Hein, on était plusieurs dans cette phase-là. Il y en a 2 ou 3 qui ont eu la chance de partir à Neuchâtel Xamax. Et puis d'autres comme moi pas. Et puis nous, on a fait notre voie sur Vevey. Et puis les 2-3 autres sur Neuchâtel. Et en fin de compte, autant ceux de Neuchâtel que nous, à la fin, on s'est tous retrouvés ici en première ligue à Vevey. Ok, je vais essayer d'avancer un petit peu puisque j'ai envie d'arriver à un point. Donc, à ce moment-là, tu joues au Vevey Sport, tu as ton CFC de monteur électricien. Alors, je suis en cours puisque c'est entre 90 et 94 que j'ai fait mon apprentissage. Et puis, c'est aussi dans ces années-là où je sors de junior et je commence à jouer en première ligue. Donc, je suis en plein dedans. D'accord. Et du coup, on ramène la troisième activité. C'est à peu près à ce moment-là aussi où tu te passionnes par la magie. Exactement. Mon premier spectacle, on va dire public, petit spectacle, en tout cas, était en 92. Donc, j'ai commencé 3 ou 4 ans avant. Donc, évidemment que là, on est en plein dedans. Mais alors là, je ne sais pas du tout que la magie va prendre une importance aussi grande dans ma vie. Et du coup, on arrive à un premier point où il y a plusieurs choses qui se rassemblent. C'est un voyage que tu décides de faire après ton CFC. Donc, tu as fait un petit peu d'expérience professionnelle après le CFC. Tu continues le foot. Tu as la magie qui démarre. Et tu décides de partir. 6 mois, si je ne me trompe pas, oui. En Australie. C'est quoi les raisons de ce voyage? Pourquoi? Et comment ça s'est passé? Après l'apprentissage, j'ai travaillé encore 1 ou 2 années en tant que monteur électricien. Ça fait 20-21 ans où je vois qu'au foot, c'est pas les attentes dont j'espérais. Je jouais qu'en première ligue où tout était encore possible, mais voilà. J'ai mon meilleur pote qui a un peu le même parcours que moi, et puis on se dit, avant peut-être de commencer un job, on va dire, fidèle ou quelque chose de plus sérieux, après l'apprentissage, profitons de faire un voyage. Et puis les deux, on a été attirés par ce pays-là et on a décidé de partir à 2, quoi. Top. Et du coup, c'est une première grande aventure que tu vas vivre là-bas, où on en a un peu discuté en off, et tu m'as dit que ça a été quelque chose d'hyper formateur pour toi, pour toute la suite.
que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau des spectacles. Comment se sont déroulés ces 6 mois en fait en Australie? Vous avez fait quoi pendant ces 6 mois et comment vous avez décidé de revenir? Alors déjà, la langue, hein. Alors ça c'est déjà... même qu'on apprend la langue pour partir, mais après quand on est sur place, il n'y a personne pour nous aider, donc ça c'est déjà génial, parce que on parle anglais tous les jours, donc on a déjà pu apprendre la langue sur place, ça c'est déjà le gros point positif. Puis après, il y a le... Comment dire, il y a l'apprentissage de la vie, parce qu'on est tout seul, il n'y a pas nos parents là derrière. Un petit exemple, on doit acheter une voiture. On n'a personne qui est là pour nous conseiller. On doit se débrouiller, on doit acheter une voiture. Après, il faut des plaques. On n'est jamais allé dans un endroit pour obtenir des plaques de circulation. Donc, tout ce qu'on n'a jamais fait encore dans notre pays, on a dû le faire ailleurs. Et puis, c'était un apprentissage de vie qui était incroyable. Et après, ainsi de suite, plein de choses, quoi. On devait quand même se loger chaque soir. Après, j'ai pu mettre en œuvre mes spectacles. J'ai pu déjà vendre mes spectacles là-bas en contrepartie peut-être de repas, d'être logé dans des hôtels, des choses comme ça. Donc, comme apprentissage de vie, c'était vraiment incroyable. Est-ce que tu crois que que tout le monde devrait avoir une expérience comme ça à l'étranger, à peu près à cet âge-là? Alors, c'est dur de dire tout le monde, car on est tous différents. Il y en a qui ont besoin, d'autres pas besoin, d'autres qui sont à l'aise. Nous, on était quand même déjà plutôt à l'aise, mais j'imagine que s'il y a des gens un petit peu introvertis puis timides, ça va peut-être pas leur plaire. Donc je crois que c'est propre à chacun. Mais pour toi, en tout cas, ça a été hyper constructif. Ouais, et puis surtout que ça m'allait bien, je veux dire, ça me correspond. Donc là, j'ai déjà trouvé ma voie avec ce voyage. Ok, alors je vais essayer de revenir du coup toujours sur ces 3 axes qui restent hyper importants et qui sont restés présents tout au long de ta vie. Toute ma vie. Le foot, la magie et ton activité professionnelle dans le monde de l'électroménager. Merci. Aujourd'hui, si je te rencontre et je te demande salut JF, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi? Au fait, ça dépend qui me parle. Et puis, comme ça m'arrive souvent, quand c'est dans le monde du spectacle, je dis que je suis magicien. Quand c'est dans le monde professionnel plus classique, je dis que je suis responsable d'un service après-vente. Et puis, dans le domaine du foot, ça reste toujours un petit peu... les gens savent qu'en Suisse, c'est assez rare d'avoir un responsable d'une équipe de foot qui est professionnelle, à part si on est vraiment dans les cadres, que ce soit dans une super ligue, quoi. Donc après, les gens savent que la majeure partie des gens qui font du foot, quand même, c'est quasiment du bénévolat, quoi. Ok. Et si maintenant, alors je vais essayer de reprendre chacune de ces activités et puis on va essayer de creuser un petit peu pour essayer de mieux comprendre comment ça s'est passé pour que tu aies pu explorer autant de choses. Si je commence par le foot, donc tu nous as dit que c'était ton rêve d'enfant, tu as grandi, tu étais jeune espoir, tu es arrivé à un moment où tu as dû un petit peu voir la réalité de la compétition. Donc tu arrives dans un milieu hyper compétitif entre tes 15-17 ans, tu intègres une équipe première, ce qui est toujours un peu compliqué aussi. Moi j'ai pu le vivre avec le handball, mais quand tu arrives dans une équipe, tu es tout jeune, tu dois faire ta place, etc. Et après, comme tu es parti pour ton voyage, tu es revenu, comment tu as évolué dans tous les aspects jusqu'à arriver au bénévolat? Aujourd'hui, c'est ce que tu fais pour le foot. Tu es responsable technique au FC Puy, c'est juste? Oui. Ok. Et du coup, comment il y a eu tout ce parcours et puis qu'est-ce que tu en as tiré jusqu'à aujourd'hui? Dans le monde du foot, c'était toujours parallèlement à ma vie professionnelle et aussi à mes spectacles. J'ai mené un petit peu depuis 1994 ces 3 voies. Et puis dans le monde du foot, j'ai joué jusqu'à que je puisse, en gros jusqu'à l'âge quand même d'une trentaine d'années, 34 ans.
Et puis dans les dernières années de footballeur, j'ai commencé à faire mes diplômes. Et puis j'ai pris assez tôt déjà une équipe junior, dès l'âge de 34-35 ans aussi. Donc comme j'avais fait mes diplômes, après j'ai continué, puis comme c'est une formation continue, le dernier diplôme date il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a peut-être 5-6 ans, le dernier diplôme d'entraîneur qui est le diplôme A. Donc c'était une formation continue d'une quinzaine d'années, quoi. Top. Et tu peux dire, enfin, par rapport à ça, tu as gardé cette expérience toujours dans le foot, par passion déjà de 1, mais est-ce que, en termes de... Comment je pourrais poser la question? Qu'est-ce que tu en tires, en fait, en plus de la passion, de continuer, en fait, à autant investir pour le foot? Ouais, mais je crois que c'est un peu comme dans la magie, ou même dans ma vie professionnelle. Je crois que j'ai ce truc où j'ai envie de transmettre. Okay. Donc c'est aussi pour ça que je donne des cours en magie, et au football, je crois que ça me passionne, puis j'ai ce besoin peut-être de transmettre mes connaissances, ma passion à d'autres personnes. Je crois que je suis fait pour ça, et puis j'en suis très content. Top. Est-ce qu'au moment où tu étais encore très très focus dans le foot, où tu pensais que ça allait être ton avenir professionnel, c'était important pour toi d'avoir une alternative avec ton CFC de monteur électricien, par exemple? Je crois que toute personne qui sait qu'il y a peut-être 15 footballeurs sur 15 000 qui deviennent professionnels, donc le ratio est quand même très petit. J'avais comme conscience qu'il y avait aussi des chances que je réussisse pas, hein. Pourquoi moi je réussirais par rapport à d'autres, et inversement. Donc je veux dire, je préférais avoir une sécurité. Je voulais pas tout miser, puis après me retrouver peut-être à 25-30 ans, commencer soit une formation ou un apprentissage. Donc j'ai anticipé, d'ailleurs je crois que j'ai bien fait, mais j'ai anticipé un petit peu ce qui aurait pu se passer. Et si maintenant je te demande, avec tout ce que tu as vécu au niveau du foot, pour toi c'est quoi le meilleur souvenir que tu as? Le meilleur souvenir, après c'est dur de dire en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, puisque j'ai les deux casquettes, mais en règle générale dans le monde du foot, c'est peut-être d'avoir fait une finale de championnat suisse ou de coupe suisse. J'ai eu la chance de faire ça en tant que junior, de jouer devant 10, 15, 20 000 personnes avant un match principal. J'ai ce souvenir là, ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as un souvenir qui a été vraiment dur à vivre, une expérience dans le milieu du foot où c'était dur? Dur, on en a plein quand on fait de la compétition, hein, quand on s'attend à jouer et puis tout à coup l'entraîneur décide de ne pas vous faire jouer. Mais pour moi le plus dur, le souvenir le plus difficile, c'est d'être blessé. Je me souviens que j'avais une finale suisse et puis que je me suis blessé une semaine avant. Pour ça, en tant que compétiteur, c'est le drame, quoi. C'est vraiment un très mauvais souvenir. Merci. Donc on a déjà essayé d'explorer un petit peu cette partie-là de ta vie. Maintenant, j'aimerais qu'on se focus un peu plus sur l'artiste. Donc Magico, c'est ton nom de scène. Comment est-ce que tu as démarré dans cet univers de la magie? Alors ça, je l'explique quasiment à tous mes spectacles, à tous les interviews, mais c'est très bien évidemment que c'est la question qui vient à chaque fois. Je vais vraiment la résumer en deux ou trois phrases. C'est vraiment un pur hasard. C'est un magicien qui m'a pris en stop. Et lui, il rentrait du travail, donc de son spectacle. Et du coup, comme j'aime bien pas discuter, je parlais avec lui et puis il m'a expliqué qu'il était magicien. Et je lui ai demandé qu'il me fasse un tour dans la voiture. Il m'a fait un tour et puis depuis là, j'ai décidé que j'allais prendre cette voie. Et puis voilà. Donc je me suis lancé là-dedans, je me suis renseigné, j'ai trouvé un magicien professionnel qui donnait des cours en privé. Et voilà comment j'ai débuté avec lui. Et puis après,
Après, c'est un art qui est très autodidacte, hein, donc j'ai continué par moi-même. Et quand tu dis j'ai décidé de prendre cette voie, est-ce que c'était déjà clair que tu avais envie d'en faire quelque chose comme une activité principale ou secondaire, ou est-ce que tu avais déjà un but précis Non, alors j'avais été tellement émerveillé, j'ai dit je veux faire ça, mais peut-être déjà à la base rien que pour épater ses copains, et puis comme j'aime tellement le contact, c'était une corde de plus que j'avais pour pouvoir épater peut-être des gens, quoi. Et là, je vais te poser un peu aussi les mêmes questions. Ta meilleure expérience au niveau de la magie, je sais que tu en as deux qui te tiennent particulièrement à cœur. Ouais, alors, une en tout cas, c'est mon dernier spectacle public, un grand spectacle public, où j'étais aux Têtes de Vevey en 2013 pour fêter mes 20 ans de carrière. Ça, c'est vraiment... évidemment que ça restera gravé parce que c'était une sorte de spectacle anniversaire où mes meilleurs amis artistes faisaient partie aussi du spectacle que j'ai pu inclure à l'intérieur, et aussi mes enfants ont participé en tant qu'acteurs, donc que j'ai aussi pu les mettre dans le scénario, donc ça c'était vraiment pour moi c'est la référence. Merci. Et je sais que tu en as une autre qui est je pense que pour tout artiste, ou en tout cas dans le milieu de la magie, moi-même qui ne suis pas du tout de ce milieu, il y a un endroit... oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir me produire à Las Vegas pour un spectacle de magie. C'est vrai que c'est un peu le rêve de tous les magiciens. Alors là, c'était dans une circonstance un peu particulière, parce que c'était pas un spectacle public comme les grands magiciens, mais c'était une entreprise horlogère suisse qui a fait un séminaire à Las Vegas et qui m'a engagé pour un spectacle quand même à Las Vegas dans un grand hôtel avec plein de monde. Donc c'est vrai que ça c'était une grosse fierté point de vue spectacle. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu as vraiment un souvenir, je sais pas, soit quelque chose qui a vraiment raté sur scène, soit quelque chose qui t'a vraiment marqué comme un mauvais souvenir? J'ai eu la chance de pas rater beaucoup de tours, mais j'ai eu une mauvaise expérience, oui, où un ou deux tours avaient raté. C'était au Club Med à Athènes, en Grèce, où tout s'était très mal passé. J'ai été mal accueilli, le directeur était pas très aimable, c'était vraiment une ambiance difficile. Et durant mon spectacle, je me souviens, j'avais vraiment pas été bon, et puis j'avais raté un tour. Alors, on s'en sort toujours, hein, un petit peu, mais là, j'avais vraiment beaucoup ramé. Et puis, je crois que ça m'avait vraiment confirmé de dire qu'il faut vraiment travailler à chaque fois, chaque spectacle à fond. Donc, c'est une leçon quand même. Merci. Justement, tu mentionnes le Club Med. Là, aujourd'hui, hors période particulière comme le Covid, comme celle qu'on vit actuellement, ouais. Tu avais à peu près 8 ans de spectacle par année, entre autres avec un partenariat avec le Club Med. Comment est-ce que, justement, ça a démarré, et comment est-ce qu'après, t'es arrivé jusqu'à avoir 8 ans de spectacle par an? Ça a démarré, je faisais des vacances en famille au Club Med à Djerba. Et puis, on avait rencontré des Suisses qui étaient là, qui savaient que j'étais déjà magicien. Alors du coup, ils m'ont demandé de faire un ou deux tours. J'ai pris un jeu de cartes, j'ai fait des tours. Et il y avait le chef du village qui était là, qui a vu ça, puis qui m'a dit, mais si jamais nous, on a un département qui s'appelle le Club Med Artistes, où on engage toujours des magiciens de temps en temps. Donc tu pourrais envoyer ton dossier à telle adresse, chose que j'ai faite, puis j'ai été contacté assez rapidement, et depuis, donc c'est depuis 2003 maintenant, ouais, ça va faire 20 ans bientôt que je suis le magicien officiel du Club Med, où je peux partir 2, 3, 4, 5 fois par année selon les disponibilités qu'il y a, et puis on a cet échange de spectacles et vacances pour le Club Med. Parfait. Est-ce que à un moment donné, avec toute cette expérience que tu avais au sein de la magie, avec l'ampleur que ça commençait à prendre, est-ce que tu
tu t'es dit que tu voulais peut-être en faire ton unique activité? Non, jamais. Alors ça c'était bien décidé, parce que j'avais déjà réfléchi à ça, même si financièrement ça aurait pu le faire, mais après c'est comme toute chose, hein. L'être humain, il se lasse de tout. Et puis, je voulais pas rentrer dans cette routine où j'avais des amis qui étaient magiciens professionnels. Et la différence, c'est que quand on est professionnel, alors oui, on a plus de temps peut-être pour répéter, pour affiner certains tours, mais surtout, on a besoin d'argent pour vivre. Et puis ça veut dire qu'on doit toquer aux portes pour être engagé. Et ça, c'était une chose que j'avais pas envie de faire. Je voulais profiter un petit peu que les gens viennent me demander un spectacle ou une animation et pas moi devoir après courir, exemple si j'avais vraiment besoin d'argent pour nourrir mes enfants ou autres, de devoir moi toquer aux portes parce que j'ai pas assez de travail. Alors, et puis aussi parce que je voulais que je trouvais que ça avait un équilibre parfait pour moi. Vraiment, surtout que si j'aimais peut-être pas mon autre profession, peut-être que je me serais peut-être posé la question, mais j'ai eu la chance que j'ai toujours aimé ce que je faisais dans la partie professionnelle, on va dire classique, que je voyais pas, je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter en plus de faire que ça. Donc comme je me levais le matin et que j'aimais mon job, la magie m'a jamais empêché de faire mon job correctement. Donc pour moi c'était l'équilibre parfait. Du coup je te propose qu'on passe à la partie professionnelle plus classique. Donc tu démarres avec un CFC de monteur électricien que tu termines en 94. Tu m'as déjà expliqué pourquoi, donc par rapport aux opportunités futures, et puis tu aimais beaucoup ce qui était déjà manuel, d'ailleurs ce qu'on retrouve beaucoup en magie, vu que alors j'ai un petit peu regardé ce que tu proposais dans tes tours, il y a plein de choses, mais il y a aussi souvent beaucoup de cartes, et ça je ne sais pas si c'est parce que c'est une question de facilité quand tu es à l'extérieur de tes spectacles ou autre, ou bien si tu t'es vraiment dédié plus à cette partie-là de la magie. Bah, déjà c'est l'objet. Un jeu de cartes c'est mon outil préféré, j'ai toujours ça avec moi. Et puis c'est un objet qu'on peut voir partout. Je peux l'avoir devant la télé, au cinéma, je peux l'avoir dans une salle d'attente, dans un avion, etc. Donc, puis je suis amoureux de cet outil-là. Donc je veux dire, évidemment que j'ai basé la principale activité en magie avec cet outil-là, ouais. Qui est du coup un outil hyper manuel, ouais. Aussi. Oui. Et du coup, tu as démarré là-dedans, tu as fait ton CFC, tu as fait ton voyage, fait tes premières expériences professionnelles, et tu es arrivé chez BSB. Oui. Et après, tu as fait 7 ans à peu près là-bas, puis tu as enchaîné avec Siri Group et Groupé, oui. Avec aussi 5 et 12 ans. C'est exact. Dans chacune de ces entreprises. Tout au long de ta carrière professionnelle, est-ce que tu as toujours eu la même casquette ? Non, parce que j'ai commencé où j'ai dû être formé, parce que c'est un métier technicien en électroménager, c'est un métier qui n'existe pas, donc où on est formé sur le tas. Hein. Donc j'ai été formé, après après je suis devenu technicien en électroménager. Et puis après j'ai changé pour aller chez Cyber Group et là j'ai fait 2-3 années en tant que technicien. Après je suis devenu team leader, un petit peu chef des autres techniciens, et après là dans ma dernière casquette on va dire je suis devenu plus que responsable du service, donc où j'étais beaucoup moins sur le terrain et je m'occupais plutôt du département électroménager. Et du coup, tu as fait 3 grandes entreprises. C'est toi qui as décidé de changer, ou bien comment est-ce qu'ils sont arrivés ces changements à chaque fois, de passer de BSB à Siri Group, à Groupé ? C'est toujours dans une évolution. Hein. BSB, c'était vraiment une petite entreprise où on était 3 ou 4. Ensuite, un poste s'est libéré chez Cyber Group, qui est quand même beaucoup plus grand, et puis qui rayonne sur toute la Suisse. Donc ça, c'était intéressant aussi.
Donc du coup, j'avais plus de collègues et puis j'avais plus de chances d'évoluer. Chez BSB, je ne pouvais plus évoluer puisqu'après c'était la place du patron. Donc voilà, et d'ailleurs c'est la route que j'ai prise, parce qu'après chez CB Group, après 2-3 ans, je suis devenu team leader. Et après, Groupé a racheté une petite société sur Gland qui s'appelait Dufour Ménager. Et puis là, ils construisaient quelque chose de nouveau et ils avaient besoin d'un responsable. Donc du coup, après, de nouveau, j'ai regravi un petit échelon et puis je suis devenu responsable du service après-vente où je suis maintenant actuellement. Et du coup, c'était à chaque fois ton choix de changer pour évoluer. Oui. Donc ça, c'était important pour toi de pouvoir de voir une évolution à chaque fois où tu étais. Non, je crois que c'est des opportunités. Parce que, sincèrement, là maintenant, si j'avais fait 25 ans de technicien en électroménager, moi ça me plairait. J'aime la technique, j'aime le manuel, j'aime le contact. Dans ce métier-là, il y a tout ça. Et puis moi ça m'allait bien. Hein. Je veux dire, j'étais technicien, je faisais mon job, après j'avais le foot, j'avais la magie. Donc justement, j'avais cet équilibre qui fonctionnait vraiment à merveille. Donc j'aurais pas eu besoin, j'ai pas besoin de cette gratitude-là, de cette reconnaissance, en fin de compte. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes l'équilibre. Justement, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est le fait d'avoir pu mener de front autant de choses et surtout de comment tu as géré cet équilibre au niveau même juste temps. Comment est-ce qu'on s'organise dans tout ça. Là, si je résume, tu as toujours travaillé à 100%, c'est juste ? Oui. Voilà, donc tu travailles à 100%, tu fais en moyenne 8 ans de spectacle de magie par an, hors Covid, depuis plus de 15 ans, et tu es responsable technique d'un club de foot avec un mouvement junior qui compte un peu plus de 500 juniors, je crois. Comment est-ce que ça se passe au quotidien ? Une semaine type ou une journée type dans la vie de JF, ça se passe comment ? Bien. Je crois que le secret, alors mais c'est de la chance à nouveau, mais le secret c'est mes heures de sommeil aussi, parce que comme je dors très peu et j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil, on gagne du temps, puis le temps dans une journée, c'est important. Le rythme que j'avais chez, par exemple, actuellement en tant que responsable du service, alors comme je peux aller très tôt au travail, généralement à 6h je suis déjà au bureau, donc ce qui me permet de m'éclipser entre 2 et 3 heures de l'après-midi. J'ai fait mon temps, donc, et puis j'ai fait des choses qu'il y avait à faire, puis après ça me laisse du temps pour mes 2 autres jobs ou passions, quoi. Je veux dire, puis ça me laisse vraiment du temps pour pouvoir faire les téléphones qu'il faut. Après, je fais aussi beaucoup de téléphones sur la route, donc je gagne du temps aussi là-dessus, grâce maintenant aussi à ces nouvelles technologies de main libre, hein, ce qui me permet de faire des choses où j'ai pas besoin d'être devant un bureau. Et puis la magie, en règle générale, maintenant, surtout après 20 ans de pratique, c'est plus tous les week-ends. Et puis après, c'est vraiment de penser à certains effets que j'ai envie de faire. Donc ça je peux le faire n'importe quand, hein, pendant que je roule, ou bien quand j'ai un peu de temps libre. J'ai 2-3 idées, je prends des notes, puis après, surtout le week-end, je prends peut-être un peu plus de temps pour ça. Et du coup, au niveau pro, comment est-ce que tu as réussi à jongler avec tout ça ? Parce que là, tu dis qu'actuellement, tu es responsable et que du coup, tu peux assez facilement gérer ton temps, arriver très tôt, partir très tôt, parce que aujourd'hui, l'organisation te permet de faire ça. Mais tout au long du coup, des 30 ans bientôt de carrière, si on compte le CFC, comment est-ce que tu as pu vraiment gérer tout ça ? C'est des échanges que tu faisais avec tes supérieurs, tu as toujours trouvé peut-être les bons supérieurs, les bons environnements. Comment ça s'est organisé ? Non, mais alors, je crois qu'il y a un truc qui est en moi, c'est l'organisation.
Ça, je l'ai. Et puis, alors, j'ai eu la chance, oui, d'avoir un premier patron BSB qui était fan de magie et puis qui savait ce que je faisais, puis qui m'a même sponsorisé, puis qui était derrière moi. Donc, évidemment que ça aide. Mais même avant ça, même avant que j'ai eu une entente aussi bonne, on est technicien. Peut-être que tout le monde commence à 8 heures. Ben, moi, je commençais déjà à 7 heures. Donc, c'est aussi 1 heure de gagner. Ça revient sur toujours le même principe. C'est comment s'organiser. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser comme je voulais et de faire peut-être ce métier qui correspond. Hein. Quand vous devez faire 8 clients par jour, le but, c'est que ces clients soient contents et qu'ils soient dépannés. Que j'arrive à 7h ou à 8h ou à 9h, ça ne change pas le problème. Je veux dire, les clients sont faits, le travail est fait correctement. Donc ça me permettait aussi peut-être de commencer plus tôt et justement de finir un peu plus tôt. Et puis de nouveau, ça me laisse du temps pour ma passion, pour mes loisirs et des choses comme ça. Donc ça a jamais trop été un problème d'organisation en interne? Non. Ok. En off, tu me parlais, tu as utilisé un mot qui m'a fait sourire. Tu m'as dit que au long de ta carrière, tu avais eu du culot à certains moments qui t'ont permis de peut-être aller plus vite ou d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eues. À quel point ça a été important ou bien à quel point ça a été efficace d'avoir du culot, que ce soit dans n'importe laquelle de tes activités? Ah, mais je crois que le culot, c'est toute ma vie. Vraiment. C'est dans les 3 choses, dans mes 3 voies, ça m'a vraiment... ça m'a accompagné. Au foot, j'ai osé aller dans un club pour dire, mais testez-moi, et puis vous ne serez pas déçus. Et puis d'un coup, il dit, ça ne me coûte rien, je fais un test, ok, on te garde, ou bien... même en tant qu'entraîneur, on était peut-être 3 ou 4 à ce poste. Je disais, moi je suis capable de faire ça. J'ai déjà eu de l'expérience, prenez le risque, puis ça a passé aussi comme ça. Même pour la magie, j'étais peut-être moins bon qu'un ou 2 amis à moi, mais j'ai osé peut-être louer une salle, prendre le risque, prendre un risque financier, et puis d'un coup, ça a fonctionné. Donc je veux dire, c'est... vraiment, et puis même au job aussi, où j'ai dû être responsable, et puis je ne l'étais peut-être pas avant, j'ai réussi à être convaincant peut-être lors de certains entretiens, et puis j'ai osé, quoi, en fait. Puis je crois que ça correspond vraiment à ma personnalité, et puis que grâce à ça, c'est ce qui a construit un petit peu mes 3 voies d'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à sortir un des plus gros coups que tu as pu faire grâce au culot, qui a été plus impactant que les autres? Je pense au tout premier, en 94, je fais mon premier spectacle de magie, où ça faisait peut-être à peine 3 ans, peut-être que je faisais de la magie. Ouais, 3-4 ans. Et puis j'arrive à convaincre le directeur du casino de Montreux de faire un spectacle de magie, mais sans rien montrer. On lui montre un tour de cartes. Et puis le spectacle que je propose, c'est pas un tour de cartes. Alors j'arrive à le convaincre pour dire, mais oui, on va vous remplir la salle, faites-vous aucun souci. Et puis d'un coup, on signe le contrat, et puis dans 2 mois, j'ai un spectacle, et j'ai aucun matériel. Et pour faire un spectacle sur scène, avec un jeu de cartes, c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai 2 mois pour préparer un spectacle où on aurait dû attendre, on avait misé sur 200 personnes. Et du coup, voilà, j'ai dû trouver une danseuse, un chorégraphe, un gars qui fait le son, la lumière. Voilà, j'ai eu 2 mois pour créer un spectacle. Alors je dis pas que c'est le meilleur des spectacles, hein, mais c'était un spectacle, et du coup on a réussi à faire 500 entrées, donc 2 fois et demi ce qu'il espérait. donc ça,
Ça, je pense que c'est vraiment le... Et puis, c'est peut-être grâce à ça aussi qu'après, j'ai pu continuer, puis qu'il y a eu une motivation, puis que d'autres théâtres ont voulu m'engager ou d'autres entreprises. Donc, c'était, je pense, un des gros coups. Ouais. Top. Je vais juste faire une petite parenthèse. Tu as une activité annexe encore, que je trouve que le culot va bien du coup dans cette activité. C'est le poker. Tu bluffes. Comment est-ce que tu arrives encore à trouver du temps pour rajouter vraiment des... C'est une passion, enfin, ça peut être au niveau de la consommation de temps énorme. Le poker, tu m'as dit que c'était aussi une passion un peu à côté des autres, mais que tu aimes beaucoup. Comment est-ce que... Pour toi, ça représente quoi le poker ? Alors, maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Mais du coup, j'ai beaucoup joué entre... quand c'est devenu ici en Suisse la mode, ça veut dire en 2007, entre 2007 et puis 2015, j'ai vraiment beaucoup joué. Et là, ce qui m'a permis de faire ça, vu l'agenda que j'avais, j'ai eu la chance ou la malchance de me divorcer. Et du coup, j'étais célibataire. Et j'avais du temps, entre guillemets, et puis ce temps-là, j'ai pu l'utiliser pour faire du poker, beaucoup de poker, parce que c'est un jeu qui me passionne, qui est très intelligent, qui est passionnant. Et puis là, alors maintenant, évidemment que j'ai plus le temps, parce que là, je disais que je jouais presque tous les jours avant, hein, donc je veux dire, et là maintenant, entre guillemets, où je me suis recasé aussi en couple. Donc du coup, si je faisais du poker, ça prendrait du temps sur le couple, et puis chose qui peut plus fonctionner maintenant. Du coup, je m'octroie une semaine par année où je vais faire les championnats du monde de poker à Las Vegas. Comme ça, je concentre tout le temps durant la semaine, et puis ça va très bien. Et du coup, tu as quand même été assez passionné pour t'impliquer assez pour devenir bon au point de gagner une place. La première fois que tu participes au World Series à Las Vegas, c'est une place que tu as gagnée lors de tournois satellite, ouais. Voilà. Oui. Quand on joue beaucoup, après bon, pas bon, c'est un tout. Après, il faut des connaissances et il faut un peu de chance. Donc, chose que j'ai eue, et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier championnat du monde par ce biais-là, ouais, c'est vrai. Alors, fin de la parenthèse, vu que, comme tu m'avais dit, c'est une activité que tu adores, mais qui reste quand même en dessous des autres. Ouais. Donc, voilà. Donc, je voulais juste quand même qu'on fasse cette petite parenthèse. Je te propose qu'on passe un petit peu à ton expérience avec tout ce que tu as vécu au long de toute ta carrière déjà, un peu quels ont été tes apprentissages au cours de toutes ces expériences, quelles ont été tes plus grandes difficultés, peu importe le domaine d'activité? Je crois que j'ai toujours les mêmes difficultés, c'est que je suis quelqu'un peut-être d'imposant, où je dis souvent ce que je pense, et puis je crois qu'on sait que dans le monde social actuel, c'est compliqué. Je crois qu'en général, soit on m'apprécie beaucoup, soit on m'aime pas du tout, et il y a pas de milieu, donc c'est souvent problématique, parce que les gens qui disent ce qu'ils pensent posent souvent des problèmes à certaines personnes. Voilà. Et du coup, tu considères ça comme une force ou comme une faiblesse? Je crois que c'est les deux. Il y a les deux côtés. Top, j'essaie juste de revenir dans mes questions. Pour toi, quelle est ta plus grande fierté? Pour moi, ma plus grande fierté, ce sont mes enfants. Parfait. C'est un peu la question que je pose. Et à chaque fois que les personnes ont des enfants, ouais, c'est la première chose, ce que je comprends. Mais c'est vrai, c'est un monde que je connaissais pas, hein, mais ouais, ça prend tellement. Et puis,
surtout en plus quand ça se passe bien, on est tellement content pour eux, content de ce qu'on a fait, d'avoir pu les accompagner jusque-là. Puis, surtout que les miens, là, maintenant, ils sortent gentiment de la maison. Une à 16 et l'autre 19. Donc, puis quand je vois leur avenir qui se dessine, d'autant je suis très fier. Donc, oui. Merci. Et si on essaye juste de prendre dans tes activités professionnelles, est-ce que tu as eu un ou plusieurs événements qui ont été très marquants et dont tu es particulièrement fier? Ouais, c'est une question difficile, mais professionnellement, je peux être fier d'être responsable d'un département, de pouvoir, d'avoir pu construire et recruter une dizaine de personnes, en guillemets, avec un simple CFC de monteur électricien, vous voyez, sans faire d'études. Donc ça, c'est une petite fierté, on va dire. Dans le domaine de la magie, j'ai quand même fait des spectacles à guichets fermés dans des grandes salles comme le Théâtre de Vevey où il y a quand même 750 places, ou le Théâtre de Beau-Sobre. Donc ça, c'en est une. Et puis dans le foot, avec du recul, dire j'ai quand même joué en première ligue, qui était à l'époque la 3e division suisse. Ouais, mais nous, c'est des petites fiertés, c'est pas non plus des gros trucs. Il y en a qui ont fait beaucoup plus, mais si je devais dire une par passion, par job, c'est un peu celle-là. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui? Oui. Est-ce que tu penses que cet équilibre auquel tu te réfères depuis plusieurs fois, là, c'est lui qui te permet cet épanouissement? Oui, mais j'ai vraiment eu la chance que tout au long de mon parcours, et depuis gamin, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Et puis, justement, cet équilibre-là m'a suivi, au fait, tout au long de mon apprentissage de vie. Est-ce que pour toi, c'est la définition que tu pourrais donner du bonheur? Oui. Le fait d'avoir un équilibre parfait comme ça. J'ai pas trop de points faibles. Alors, on a tous des points faibles, évidemment, mais dans la vie courante, sincèrement, et je me pose des fois des questions aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Alors, évidemment, l'être humain, c'est toujours l'argent. Là, on pourrait toujours avoir plus d'argent. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment une vie qui est franchement top depuis. J'ai vraiment eu de la chance et j'espère que ça va continuer. Merci. Tout au long de ton parcours, à quel point ton entourage il a été important pour toi? Tes proches ou les gens proches de toi? Je vais réutiliser un mot, mais c'est l'équilibre de nouveau. J'ai toujours été soutenu, mais comme on l'est presque tous, par les amis proches, quoi. S'ils s'appellent des amis, c'est justement pour ça. Donc, je veux dire, les amis vous aident à faire des choix, à donner leur avis, à vous accompagner si vous avez besoin d'eux. Donc oui, j'ai encore eu de la chance d'être bien entouré là-dedans. Et si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, tu lui dirais quoi? Ose. Vraiment, le mot oser. Il faut oser. Parce que il y a tellement de choses, et puis tellement de gens qui n'osent pas, mais de nouveau, peut-être c'est pas leur caractère, leur personnalité, mais on prend le risque de recevoir juste un non. Et puis je pense que moi le message c'est ça, il faut oser, quoi. Je veux dire, on peut être que surpris en bien, donc il faut y aller. Tu crois que c'est un problème dans
dans la majorité des gens aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, de ne pas assez oser. Oui, mais déjà, à l'époque, je veux dire, je pense même que maintenant, avec cette nouvelle génération, je pense qu'ils osent beaucoup plus que nous, à l'époque. Si je compare, parce que j'ai l'impression que maintenant, ils se rendent même plus compte que ah ouais, je pense que pour eux, c'est plus inné, c'est plus naturel. Nous, je prends juste un exemple scolaire. Nous, on avait un tel respect des professeurs ou bien du directeur qu'on n'aurait même pas eu l'idée d'aller contre eux. Là, maintenant, quand on discute avec des amis qui sont professeurs ou enseignants, il y a tout le temps des gens qui vont contre eux. Donc, il y a une différence de génération quand même. Donc, mais, oser. Et du coup, à l'inverse, dans 10 ans, JF, il fera quoi et il sera où? Dans 10 ans, normalement, je serai plus en Suisse. J'ai un projet où j'aimerais voyager. J'aimerais voyager pour le moment où on a encore la santé et je ne veux pas attendre ma retraite. Donc j'aimerais plutôt profiter de visiter des nouveaux pays, des nouvelles cultures, connaître des nouvelles personnes. Donc j'espère que d'ici 7-8 ans, avec mon ami, on puisse partir et puis visiter un petit peu des nouveaux horizons. Et du coup, ça serait plutôt de façon nomade, donc de voyager à plein d'endroits ou de rester fixe à un endroit? Plutôt nomade. Ok. On n'a pas le temps d'être fixe. Il y a tellement de choses à faire. Faut que je puisse encore faire plein de choses avant que peut-être que je puisse plus marcher correctement ou que la santé en prenne un coup. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au fait de voyager beaucoup et de découvrir autant de choses. Comment est-ce que tu prépares un projet aussi grand? Faut prendre du temps et puis il faut avoir des objectifs. Moi, l'objectif, par exemple, c'est de visiter plusieurs pays dans un continent, puis après de passer de l'un à l'autre. Et puis là, j'ai fait un melting pot un petit peu de comment préparer ça. Déjà, comme je peux faire tous les Club Med au monde, donc je peux déjà profiter de voir il y a plein de continents, plein de pays par rapport à ça. Puis après, on a toujours des connaissances aussi dans le monde entier. Donc profiter aussi de ces points-là. Et puis après, le reste, ça sera justement les découvertes. Je crois que ce qui me passionne, c'est pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est pour dire, voilà, je ne sais pas ce que je fais demain. Demain, on va visiter peut-être un autre pays, un autre village, mais je ne sais pas. Et pas de pouvoir planifier tout comme les vacances. On les planifie un an à l'avance pour pouvoir faire ça. Là, c'est de dire, voilà, là, on reste le temps qu'on a envie. Et puis, quand on veut faire autre chose, on décide, on va où, et on se pose la question. Top. Joli projet, en tout cas. On arrive sur les questions finales un petit peu. Est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui ont été inspirantes pour toi, que tu connais, ou non, que tu ne connais pas, mais que tu admires un peu de loin? Alors, on va dire dans le monde professionnel classique, pas trop, non. Comme je me suis fait un peu seul dans ce métier, non, mais dans les deux autres, oui. En tant que magicien, c'est un nom que tout le monde connaît, et puis que c'est une référence, c'est David Copperfield. Certains vont dire que c'est du has-been ou bien que c'est du passé, mais c'est un qui, après 50 ans de magie, est toujours là, est toujours créatif. Il joue à Las Vegas tous les jours, 2 fois par jour, depuis bientôt 10 ans. Donc, je veux dire, c'est vraiment une référence parce qu'il a toujours plein d'idées et il est très méticuleux
de son travail. Donc ça, c'est une sacrée référence en magie. Puis après, j'ai mon prof qui est à Bâle, qui s'appelle Roberto Giobbi, qui est une référence aussi dans le monde de la magie, parce qu'il a écrit, je pense, passer 25 ou 30 livres. Et 2 ou 3 fois par année, je monte à Bâle pour le rencontrer, pour parler de magie, pour faire des tours. Bien, si j'ai besoin peut-être d'aide pour créer un tour, je lui en parle. Et puis, c'est un petit peu les 2 références que j'ai. Et dans le monde du foot, c'est un peu bête, mais c'est un ami qui est ici, qui s'appelle Chico Alvarez. Et lui est dans le monde du foot. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de très droit et très méticuleux, qui m'a accompagné aussi un petit peu dans ma carrière d'entraîneur, où lui avait fait déjà tous les diplômes avant moi. Et puis, chaque fois que j'ai des questions ou bien où j'ai des idées pour créer des entraînements et autres, il a toujours été là. Et puis... Il a un cran d'avance sur tout le monde, donc c'est génial d'avoir une personne comme ça qui est aussi proche de vous. Est-ce que tu as un livre particulier que tu recommandes facilement ? Alors, je lis pas beaucoup. Je lis beaucoup de livres de magie, donc ça je peux pas vous le... comment dire, je peux pas le conseiller, parce que ça sera plus technique. Sinon, dans les livres que j'ai lus actuellement, je lis un livre que j'aime bien, qui est sur... c'est une biographie. J'aime bien les biographies, et ça, c'est la biographie sur Michael J. Fox. Sauf erreur, le titre du livre, c'est un avenir futur, où il parle de tout ce qu'il a vécu dernièrement avec sa maladie de Parkinson, et puis sa tumeur sur la moelle épinière. Et puis c'était très intéressant de voir à quel point justement on a vraiment une vie belle, et d'autres ont beaucoup moins de chance que nous. Et est-ce qu'au niveau des films, tu as aussi une référence particulière ? Alors oui, je pense notamment au Grand Bleu. J'ai rajouté une question il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu un invité qui n'avait pas de livre ni de film, et il m'a dit mais j'ai un endroit préféré. Et du coup, est-ce que tu as un endroit préféré sur Terre que tu adores plus que tout ? J'ai 2 endroits qui me collent un peu à la peau, mais si je devais en choisir un, je pense que je choisirais les Maldives. Chaque année, je vais aux Maldives. C'est un lieu où on peut se ressourcer, où on déconnecte vraiment du monde de fou que nous vivons actuellement avec le stress de tous les jours. En quelques mots, une petite île, du sable, des palmiers, des fonds marins incroyables, pas une voiture sur l'île, on vit à pieds nus 24 heures sur 24. Il y a de quoi déconnecter. Est-ce que tu as une citation ? À froid comme ça, une que j'aime bien, oui. Et je trouve qu'elle me correspond bien. Une journée sans rire est une journée perdue. Une citation de Charlie Chaplin. Alors je la connais très bien parce que je la sors souvent. Mais c'est vrai, elle est tellement... Ouais, elle me correspond surtout. Je confirme. Mais oui, elle est très très bien. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview que je n'ai pas posée ? T'as posé tellement de questions que je peux pas... Non. Top. Vraiment, je crois qu'on a fait vraiment un parcours de A à Z, là. Et est-ce que tu as une question à me poser ? Oui. On pourrait changer les rôles une fois, ça c'est bien. C'est pour ça que j'offre toujours la possibilité c'est bien, de poser une question. Comment t'es venue l'idée de créer, parce que tu n'es pas journaliste, comment ça t'est venu de dire...
je vais créer un podcast, et puis pourquoi ? Alors effectivement, je suis pas du tout journaliste, ni du tout de ce milieu-là. Je suis technique, je suis ingénieur en développement, donc rien à voir. En fait, ça m'est venu parce que je suis un grand consommateur de podcasts depuis longtemps. Dès que je peux faire une activité où j'ai pas besoin de regarder quelque chose, bah, j'écoute un podcast pratiquement. Donc je pense que je dois écouter entre 2 et 3 heures de podcast par jour. Dès que je cours, je marche, je suis dans les transports, si je fais une activité où j'ai pas besoin d'être concentré sur ce que je suis en train de faire, bah, j'écoute tout le temps des podcasts. Et je trouvais ça bien de pouvoir redonner un petit peu, dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Et je pense qu'à force d'en écouter, il y a des concepts, des choses qui nous font évoluer à force de se les répéter, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'au moment où je me suis lancé en tant qu'indépendant, donc il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à côtoyer beaucoup de gens et à rencontrer du monde avec des parcours que je trouvais hyper passionnants. Bah, typiquement, tu es un très bon exemple. Nous, on s'est rencontrés un petit peu avant, dans un autre contexte. Il y avait la fête des vignerons à Vevey. Tu as été impliqué dans la fête des vignerons. D'ailleurs, c'est tout aussi impressionnant que tu aies eu le temps encore de faire ça. Mais voilà, tu étais figurant pendant la fête, ma copine aussi. Et du coup, on s'est rencontrés. On a même pu faire une soirée où on était DJ. C'était bien drôle. Mais en gros, j'ai pu rencontrer plein de gens comme ça, pas du tout connus pour certains, dans ce qu'ils faisaient ou dans ce qu'ils ont fait. Et plus j'échangeais avec ces gens-là, et plus j'essayais de creuser, et plus je voyais qu'en fait, ils avaient eu une vie ou des choix de vie hyper inspirants. Et que tous les podcasts pratiquement que j'écoute, bah, c'est souvent des personnes qui ont fait beaucoup de succès, qui sont loin, qui ont fait 20 ou 40 ans de carrière, qui aujourd'hui, bah, c'est des références dans leur domaine. Et je trouvais qu'il manquait un peu juste le fait d'avoir un panel d'expériences entre les personnes qui se lancent ou les personnes qui font des choix à un certain moment donné, et aussi les personnes très pointues dans leur sujet. Et en gros, c'était juste avoir un panel de gens à tout niveau, à toute expérience, quand tu te lances, quand ça fait quelques années, quand ça fait quelques années que tu as fait un changement de... Même pas juste au niveau professionnel, mais juste de vivre en pleine conscience que ce que tu fais au quotidien, bah, tu es heureux avec ça, ou tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Juste de se poser la question et de pouvoir, du coup, se dire... Oui, j'ai bien choisi, donc je continue à faire ce que je suis en train de faire, ou bien non, ce que je fais ne me plaît pas à 100%, est-ce que je peux faire d'autres choses ou des choix pour changer ? Et typiquement, c'est pour ça que moi j'ai quitté mon ancienne entreprise, parce que à ce moment-là, ça ne me convenait plus, et tous les 6 mois à peu près, je faisais un bilan. Ok, est-ce que je suis content, je suis pas content, je suis heureux, je suis pas heureux ? Et du coup, j'essayais de prendre conscience en fait du fait que j'étais heureux ou pas, et dès le moment où ce n'était plus le cas, j'ai dû prendre des décisions pour changer. Et typiquement, pour moi, ça a été aussi avec d'autres opportunités, de me lancer en tant qu'indépendant. Et en fait, toutes ces expériences un peu qui se sont passées au même moment, je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Et puis, faut pas mentir, genre j'ai le privilège, par exemple, de te voler une heure de ton temps, alors que tu as un agenda hyper chargé. Mais comme à plein de monde, je peux voler 1 heure du temps pour poser mes questions, pour des fois couper le micro, poser des questions aussi sur d'autres domaines. Typiquement, si c'est des activités professionnelles, poser mes questions, mes problématiques que je vis aujourd'hui, je peux les poser à des gens qui les ont déjà vécues. Et du coup, essayer d'avancer un peu plus vite, parce que je peux essayer de tirer l'expérience. Du coup, ça, c'est la partie un peu égoïste du podcast, de se dire, moi, j'ai envie de pouvoir arriver vers quelqu'un, pouvoir lui poser toutes mes questions. Alors que si tu la rencontres hors podcast, tu vas jamais lui poser autant de questions. On n'aurait jamais passé 1 heure de temps à creuser autant s'il n'y avait pas l'excuse du podcast, je dirais. Donc voilà un peu les raisons. Merci. Une des dernières questions, qui aimerais-tu que j'interviewe dans ce podcast ? Faut qu'on reste dans la région du coup, puisque... Alors je te propose de m'en donner 2. Un dans la région. Et vu que tu m'as posé la question, si tu avais le droit de me dire quelqu'un
d'inaccessible un peu? Ah, une personne inaccessible à qui ça me ferait plaisir de pouvoir discuter, ça serait par exemple pour moi un gars qui est mystérieux, puis que passer une soirée avec ça me ferait plaisir, ce serait Jean-Jacques Goldman. Ok. Parce que c'est toute mon enfance, et puis ouais, il est tellement mystérieux, trop humble comme personnage avec ce qu'il a fait, c'est trop bizarre. Donc il y aurait des tas de questions à lui poser. Et puis dans la région, bah, j'ai un ami proche qui est aussi magicien, mais qui est magicien, qui est champion du monde de magie, qui est metteur en scène, qui est comédien, qui est réalisateur de films, de courts-métrages, de longs-métrages. Ça fait un bon concurrent qui est hyperactif comme moi, hein. Ah oui, je vois. Et qui fait toutes ces choses, et qui est marié, et qui a 2 enfants. Donc, et qui, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, j'imagine que tu peux savoir peut-être qui c'est, mais il s'agit de Pierrick Tantoret. Merci. Je te demanderai peut-être une introduction pour que je puisse prendre contact avec lui. Ouais. Et une dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer qui est important pour toi? Si le monde entier pouvait t'écouter aujourd'hui, maintenant. Bah, c'est pour résumer un petit peu notre interview. Moi, il y a un mot, il y a un verbe qui me vient, c'est oser, vraiment. Merci. Et du coup, si on veut te contacter ou si on veut échanger avec toi, on passe par où? Bah, vous pouvez aller sur mon site, me faire un petit message, et puis e-magico.ch. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je te remercie, c'était super cool. Avec plaisir. Et puis, à tout bientôt. Merci. Voilà, l'épisode est déjà fini. Comme d'habitude, c'était passionnant d'échanger avec l'invité. JF, c'était trop bien, on a beaucoup rigolé, c'était bien cool. On a enregistré l'épisode au Coworking The Work Hub à Vevey. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager l'épisode autour de vous. À bientôt!